Alors, on va corriger le dossier 2. Donc, le dossier 2, c'est un dossier tout bête de polykystose, comme vous avez pu le voir avec le nom du patient. Voilà, donc c'est un patient. Donc, c'est pareil, si on reprend notre lecture du dossier, bon, là, il n'y a pas grand-chose à mettre, mais vous recevez en hospitalisation monsieur polykystose, 37 ans, qui a consulté aux urgences pour douleur du flanc droit, douleur antalgique. Il faudra bien que... Et votre brouillon, il n'a de valeur que si vous le relisez à la fin de votre dossier, que vous cochez que vous avez bien tout mis. Parce que si vous le notez sur votre brouillon, mais qu'après vous ne le relisez pas, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, ce patient est connu dans votre service où il est suivi pour une insuffisance rénale chronique. Donc insuffisance rénale chronique, attention aux néphrotoxiques et pas d'HBPM, en rapport avec une polykystose rénale de type 1. Donc, une petite question de cours, qu'est-ce que la polykystose rénale de type 1, etc. Donc, c'est une polykystose qui est hépato-rénale, donc il y a des kystes dans le foie et les reins, de transmission autosomique dominante. Et c'est la mutation du gène PKD qui code pour la polycystine. Sinon, il y a d'autres types de polykystose familiales, mais qui sont moins fréquents. Il y a la type 2, et autosomique dominante de type 2, et puis il y en a aussi une qui est autosomique récessive. Mais bon, la grosse, la plus fréquente, celle qu'il faut connaître, je pense, c'est la type 1 avec le gène PKD. Alors, c'est un patient qui a une douleur du flanc droit et qui a une polykystose. Donc ça, c'est un peu classique aussi, c'est un motif très très classique de consultation des patients polykystiques, donc c'est bien d'avoir une petite idée quand même de ce qui peut leur arriver. Donc c'est des patients qui ont un risque de pyélonéphrite qui est augmenté, donc ils peuvent faire une pyélonéphrite toute bête. Surtout quand vous donnez un diagnostic comme ça, c'est une pyélonéphrite aiguë droite. D'accord? Vous n'oubliez pas le côté. Ça, vous pouvez le rajouter dans votre petite checklist du début. Quand il y a un organe pair et qu'il y a une atteinte d'un organe pair, vous donnez le côté parce que c'est hyper classique aussi pour vous coincer. Là, j'avais pas mis 0 si vous oubliez du côté. Voilà, parce que je suis perverse. Sinon, les kystes comme ça peut saigner, donc ça peut faire des hémorragies intrakystiques qui sont douloureuses. Ça peut s'infecter aussi, donc ça c'est les infections de kystes, qui sont un peu piégeantes parce que c'est pas toujours facile de savoir entre infection intrakystique et hémorragie intrakystique parce que c'est un peu le même tableau, on n'a pas toujours de la fièvre dans l'infection, souvent le CBU est négatif parce que l'infection elle est localisée dans le kyste, donc c'est un petit peu piégeant. Sinon, ils ont aussi un risque accru de colite néphrétique, donc ils peuvent faire ça. Et comme c'est à droite, il peut aussi compliquer ces kystes hépatiques, et les kystes hépatiques ils peuvent avoir le même type de complications, l'infection, l'hémorragie, la compression, la torsion, voilà. Est-ce qu'on peut avoir des ruptures de kystes? Oui. Ouais. Et ensuite, et puis bon, bien sûr, je ne l'avais pas mis, mais on n'est pas que néphrologue, donc ça pourrait être une appendicite aussi. Bon, voilà, honte à moi. Alors, on a un externe zélé, tout content parce qu'il a entendu un souffle cardiaque. Alors ça, c'est un peu dans le cours aussi. Je vous rappelle que les polykystiques, ils ont fréquemment des valvulopathies associées, en particulier des insuffisances mitrales. Donc dans la correction, je vous ai donné la caractéristique du souffle d'insuffisance mitrale, mais c'est fréquent. Voilà, voilà. Alors, vous avez vachement de chance parce que non seulement vous avez un externe zélé, mais vous avez une infirmière zélée, donc c'est vraiment la fête. Et vient dire que le patient est fébrile et qu'elle a fait partir un ECBU et l'examen direct de l'ECBU est négatif. Donc le diagnostic le plus probable. Donc un patient polykystique, fébrile, qui a mal à droite et qui a un ECBU au direct négatif, le diagnostic le plus probable, c'est une infection de kyste. Parce que, comme je vous ai dit, dans les infections de kyste, fréquemment, le CBU reste négatif. Par contre, il est assez fréquent d'avoir une leucocyturie associée, même si on n'a pas de germe. Voilà. Donc, comment documenter ça? On peut faire un scan. Au scan, il y a des kystes un peu remaniés, avec une densité différente des autres, etc., qui peuvent être suspects. Et éventuellement, s'il est accessible et qu'on a un kyste suspect, on peut le ponctionner sous scan. Ne pas y aller sans scan parce que c'est vraiment un coup à se taper un kyste qui va saigner ou autre. Voilà, évidemment on va faire des hémocs, mais la rentabilité des hémocultures dans les infections de kyste, elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaite. Hein. Elle est, je crois, à la louche de l'ordre de 50%. Voilà. Quel traitement on démarre? Donc on va l'hospitaliser. Il va falloir mettre des antibiotiques qui diffusent bien dans les kystes. Donc c'est un peu comme ceux qui diffusent bien dans les reins. Vous savez qu'on aime bien l'équinolone parce que ça diffuse bien. Et le Bactrim aussi, ça diffuse bien. Voilà. S'il est très très septique, inquiétant, etc., on pourra rajouter des aminosides. Enfin, s'il n'est pas inquiétant du tout, c'est peut-être pas la peine d'en mettre et d'aller lui flinguer 10 ml minute de fonction rénale. Juste, on ne fait pas d'écho?
Alors, tu peux faire une écho. Alors, ça dépend un peu des habitudes du radiologue, de ce que voilà. Tu peux faire une écho, mais à l'écho, tu vas avoir des milliers de kystes comme sur le scan, et ça va être peut-être un peu plus dur de voir s'il y en a un qui est atypique. L'examen un peu de référence, c'est le scan, mais tu peux faire une écho, ça ne me choque pas. Voilà, on a dit qu'il avait mal, donc on lui met des antalgiques. C'était un PAMI 0, parce que voilà, j'enfonce le clou. Et alors, si jamais on est obligé de faire le scan injecté, là encore, ça dépend du cas, de ce qu'on a vu, est-ce qu'on a des choses à préciser ou pas. Bien sûr, on va essayer de ne pas l'injecter, mais si on est obligé de l'injecter, poursuivre l'hydratation et le N-acétylcystéine. Et on va le surveiller. Alors, le patient est hospitalisé depuis 48 heures, va beaucoup mieux et tout d'un coup, il a des céphalées brutales. Est-ce qu'il a le droit au Doliprane? Tiens, je vais en interroger un. Bah Louis, puisque tu adores être interrogé. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on peut lui donner du Doliprane, mais ça ne va pas changer grand-chose, puisque là, on suspecte une hémorragie cérébrale par rupture d'anévrisme. Oui, exactement. Et donc, c'est pas le Doliprane qu'il faut lui donner, c'est plutôt une prise en charge neurovasculaire en urgence. Exactement. Donc, c'est les deux grandes pathologies associées aux polykystoses. Il y a la valvulopathie, enfin les pathologies extra-rénales ou extra-hépatiques, il y a la valvulopathie cardiaque, et puis il y a les anévrismes cérébraux. Souvent, on retrouve un terrain familial, c'est-à-dire il y a des familles à anévrisme dans les polykystiques où voilà, donc c'est une question à poser quand on voit un polykystique. Si son frère, sa mère et je ne sais pas qui est mort d'une rupture d'anévrisme cérébral, attention. Et en général, à ce moment-là, on fait même des angio-IRM préventifs pour voir s'il y a des choses à emboliser. Voilà, donc on fait les antalgiques, mais IV, à jeun, le scan et le neurologue. Ok, très bien. Des questions là-dessus ? Voilà, c'est plus simple, c'est presque du cours, c'est beaucoup moins complexe que le dossier 1. Mais le dossier 1, on a passé beaucoup de temps dessus parce qu'il est extrêmement important.